Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 145. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast consacré aujourd'hui à un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est comment faire lorsqu'on est un auteur et que l'on veut réaliser la bêta-lecture d'un roman d'un autre auteur. Et donc, je vais te donner quelques petits conseils qui, moi, m'ont bien aidé et qui sont généralement des conseils que partagent d'autres de mes collègues auteurs qui réalisent aussi des bêta-lectures pour le compte d'autres auteurs. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai le plaisir de t'annoncer que les inscriptions à la session d'octobre de la formation Devenir écrivain sont ouvertes. Alors si tu as envie d'améliorer ta plume et la rendre professionnelle, si tu veux découvrir une méthode d'écriture simple et ultra efficace, si tu veux te faire accompagner dans ton projet par une équipe de professionnels et rejoindre un groupe de collègues auteurs épatants, je t'invite à voir tous les détails de la formation sur notre site licares.fr, licares.fr. Alors, aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils qui, pour moi, sont vraiment essentiels lorsque on est auteur et qu'il se trouve qu'on va jouer les bêta-lecteurs pour d'autres auteurs. Alors, il faut savoir que c'est une pratique qui est très banale et très répandue. Beaucoup d'auteurs sont aussi les bêtas d'autres auteurs. Par exemple, nous, dans notre réseau d'anciens stagiaires de la formation Licard Devenir écrivain projet best-seller, on a un très gros catalogue de bêta-lecteurs classés par genre et par compétences. Et dans ce catalogue, dans cet annuaire qui est laissé à l'utilisation des anciens stagiaires de façon complètement gratuite et illimitée, cet annuaire de bêta-lecteurs, dans cet annuaire, il y a énormément d'auteurs en fait. Et c'est pas du tout étonnant quand on y pense parce que lorsque on est auteur, d'abord on a un certain regard professionnel et une certaine technicité professionnelle qui n'est pas celle du lecteur en tant que évidemment professionnel et praticien, mais aussi parce que on sait, nous, quelle est l'importance du bêta-lecteur et de la bêta-lecture dans le processus de confection et d'écriture d'un roman. C'est une étape, et je le dis très très souvent, c'est une étape qui est non négociable, qu'on soit professionnel ou qu'on soit en devenir. Pour vous donner un exemple, moi j'en suis à mon 12e roman, je crois, de mémoire, publié. Donc maintenant je suis publiée depuis plus d'une dizaine d'années. Et le dernier roman que je viens tout juste de terminer, il est parti dimanche soir chez mes bêtas. J'en ai 6, moi, pour le coup. C'est des bêtas qui font partie du réseau des anciens de l'ICA. J'utilise tout à fait les outils dont on parle dans la formation Devenir écrivain. Et je ne saurais pas me passer, il est pour moi inconcevable de me passer de bêta lecture. Et pourtant, j'ai un agent. J'ai un agent littéraire qui donc lui va de nouveau faire une lecture de mon roman et qui a toutes les aptitudes qu'il faut pour le lire de façon tout à fait professionnelle, puisque mon agent est un ancien éditeur qui a une longue carrière, donc il sait tout à fait faire. Et bien, quand bien même, je l'envoie toujours auprès de bêta lecteurs. C'est pour moi une étape tout aussi non négociable que la correction, par exemple, ou que le plan pour un roman. Un roman ne peut pas être de qualité professionnelle et ne peut pas tenir la route si à un moment il n'est pas testé sur des bêta-lecteurs. C'est un peu comme si un humoriste, par exemple, faisait un one-man show ou un one-woman show sans avoir de répétition avant. Évidemment qu'il fait des répétitions sur un public cible qui est l'équivalent d'une bêta-lecture. C'est obligatoire parce que tout seul, en tant qu'auteur, on n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir avoir une correction complète de son roman malgré toute notre concentration et tous nos efforts.
Et du coup, sachant cela, évidemment, les auteurs ont à cœur de rendre ce service-là à d'autres collègues auteurs parce que eux-mêmes savent à quel point c'est une étape non négociable et qui n'est toujours pas agréable malgré 10 années de publication. Et j'en parlais encore avec Georgia Caldera, qui est je pense, tu la connais, une grande autrice de fantasy, d'urban fantasy et de young adult, qui est publiée chez J'ai lu et qui est une des formatrices de Devenir écrivain projet best-seller. Et on se parlait de ses bêta-lectures parce qu'elle a fini un roman il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs. Et le retour des bêta-lectures, c'est toujours un grand moment pour les auteurs. Même quand on sait à peu près ce qu'on fait, qu'on a l'habitude d'avoir des retours d'éditeurs qui prennent pas forcément de gants, il n'empêche que c'est jamais agréable. Mais c'est tellement important et capital dans le processus de création du roman. Alors, voici les 5 conseils qui, pour moi, sont les plus importants lorsque tu es auteur ou autrice et que tu décides de jouer les bêta-lecteurs ou les bêta-lectrices d'un autre auteur. Alors, le premier conseil, qui est le plus dur, moi je pense, c'est le fait de ne pas te projeter. Et ça, c'est difficile. Et c'est beaucoup plus difficile que lorsqu'on a un bêta-lecteur qui n'est que lecteur. Pour lui, cette problématique-là, il ne l'a pas. Mais nous, on l'a. En tant qu'auteur, on l'a, et c'est un biais cognitif, vraiment. Et c'est un biais de réflexion et de lecture contre lequel il va falloir lutter très fort. Ne pas projeter, c'est quoi ? C'est que toi, tu es auteur professionnel. Du coup, tu as une technicité, évidemment, tu as un savoir-faire, c'est sûr, en tant qu'auteur professionnel, et puis surtout, tu as intégré les nombreuses remarques que tu as reçues de tes propres bêtas et de tes propres éditeurs qui, petit à petit, ont fait que tu as corrigé certains de tes travers, certains de tes tics de langage, de tes tics de récits, de tes tics narratifs, on en a tous, et au bout d'un moment, tu deviens un peu plus expert de ta propre plume, et tu connais un peu tes qualités et tes défauts. Alors je dis pas que du coup, sachant tes qualités et tes défauts, tu es de nouveau parfait et que tu n'as plus de défauts. C'est une chose d'avoir conscience de ces défauts, c'en est une autre de les régler. Mais au moins, quand tu arrives à un certain point, le retour des bêtas et le retour des corrections de ton éditeur ne sont plus une surprise. C'est une surprise dans le sens où tu te dis « Merde, je savais ça, pourquoi je l'ai laissé passer, je me suis pas rendu compte. » Oui, ça, c'est une surprise. Par contre, il est très rare que tu sois surpris par ce qu'on te dit. Parce qu'il arrive un moment où tu te connais. Et tu connais bien ta plume, tu connais bien ton style, ça fait partie du métier, en fait. Alors, l'écueil, c'est que du coup, ayant toute cette connaissance et cette expérience du retour de tes bêtas et du retour de tes propres éditeurs, qui fait que tu as cette culture de ce qu'il faut faire pour améliorer un roman, des personnages, un récit, une structure, etc. Et ce qu'il faut éviter de faire si on veut pas planter un suspense, planter un incipit, planter une fin de roman, un cliff, etc. ou un climax, etc. Le problème, c'est qu'on a tendance à oublier que certes, il existe un certain nombre de règles narratives et de règles de récit qui sont universelles. Et heureusement, c'est-à-dire que grâce à des analystes, grâce à des linguistes, grâce à des professeurs de lettres, etc., on sait décortiquer des romans, on sait décortiquer ce qui fait le rythme d'un récit, ce qui fait la mécanique d'un suspense, ce qui fait la mécanique d'une cohérence de personnage, etc. Tout ça, on sait objectivement. On sait comment créer un personnage cohérent, on apprend comment créer un bon incipit, on apprend comment créer une courbe narrative, on apprend comment gérer un conflit littéraire, etc., etc. Tout ça, ça s'apprend. Et on l'apprend, nous, notamment dans Devenir écrivain, projet best-seller. Ça, c'est la première étape. On comprend la règle, on l'apprend. Mais il y a une autre étape extrêmement importante qui est l'appropriation de cette règle. C'est-à-dire que la règle qui explique comment ne pas rater une cohérence de personnage ou un équilibre de personnage, elle va être intégrée parce que c'est ta plume. Toi, en tant qu'auteur, X ou Y, tu vas faire de cette règle de cohérence de personnage que tu as bien compris, c'est-à-dire que tu as bien compris comment créer la cohérence d'un personnage, tu vas faire de cette règle ta règle. Et toi, tu vas appliquer la grande règle du caractère vraisemblable des personnages et de la cohérence des personnages, du principe de réalité des personnages, tu vas l'adapter à ta plume, à ta vision du récit et des personnages.
Et donc pour ce faire, évidemment, tu vas prendre les outils et les règles narratives pour réussir à créer un personnage équilibré et réussi et crédible, et tu vas développer des trucs et astuces, des modes de pensée, des modes de raisonnement et des schémas de réflexion qui vont, toi, t'amener, auteur X ou Y, à être sûr de bien réussir ton équilibre de personnage. Si je devais faire un parallèle, et j'aime bien le faire avec d'autres artistes, tu le sais, si je devais faire un parallèle avec, par exemple, un dessinateur, c'est une chose d'avoir bien compris l'anatomie d'un personnage, mais ensuite, toi, tu vas faire de cette anatomie la tienne. C'est-à-dire que si tu as envie de faire une taille plus petite que la normale, des jambes plus longues que la normale, tu connais les règles de l'anatomie et en toute connaissance de cause, tu vas sciemment déformer légèrement cette anatomie de base pour créer ton style. Et du coup, ton anatomie sera juste, mais elle sera déformée et adaptée à ton style de dessin. C'est exactement pareil qu'un musicien, la partition de Tchaïkovski, de Mozart, de Beethoven, il l'a. Par contre, la façon dont il a de l'attaquer, d'attaquer l'instrument, le rythme qu'il va appliquer à cette partition, c'est totalement personnel. Son style de musique, sa vision du jeu, du coup, est totalement personnel. Donc, chaque règle fait l'objet de cette intériorisation. D'où l'intérêt, évidemment, de connaître ces règles. C'est-à-dire, sinon, tu as bien compris, hein, t'intériorises que dalle, puisque tu connais pas la règle narrative. Alors, tu tournes en rond comme un poulet sans tête. Mais une fois que tu connais la règle narrative, évidemment, que tu connais les clés pour écrire un roman de qualité professionnelle, après, tu te les appropries. Et c'est la raison pour laquelle je n'arrête pas de te dire qu'on ne peut pas comparer les auteurs entre eux. En fait, on peut dire j'aime pas, voilà ce qui m'a touché, ce qui m'a pas touché. Bah, par exemple, sur ce personnage, ce que j'aime c'est ça. Sur cet auteur-là, j'aime particulièrement parce qu'il sait réussir telle ou telle chose et ça me parle. Mais par contre, comparer strictement deux romans, les uns avec l'autre, enfin l'un avec l'autre, ou des auteurs ensemble, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a aucun sens parce que et je le répète souvent, chaque histoire, chaque récit est totalement incomparable et totalement original. Quand bien même j'écrirais l'histoire de Cendrillon et que toi, tu te mettais en même temps à écrire l'histoire de Cendrillon, il n'empêche que nos deux histoires seraient originales. Parce que ma façon d'aborder l'histoire de Cendrillon serait évidemment pas la tienne. Pourtant, c'est le même canevas, c'est exactement la même histoire. Et donc, si je te raconte tout ça, où est-ce que je veux en venir à tourner autour du pot? C'est que la difficulté quand on est professionnel, c'est que du coup, quand on va lire le roman d'un collègue auteur, on va avoir tendance à projeter sur sa technique d'écriture la nôtre. En fait, bien sûr qu'en face, on sait que l'auteur, il connaît les règles d'écriture narrative. Et quand il se plante, du coup, nous, notre réflexe, en tant qu'auteur, parce que nous aussi, on s'est planté, nous aussi, on les connaît bien, ces techniques narratives, et on voit quand ça foire. Et donc, notre écueil, c'est de projeter sur l'autre auteur qu'on est en train de corriger nos propres trucs et astuces pour pouvoir mettre en place un jeu d'équilibre de personnages, une meilleure pénétration du suspense, une meilleure mise en scène, un meilleur rythme, etc. On va avoir tendance à lui donner nos trucs et astuces. En disant, ouais, typiquement, j'ai eu ce problème-là quand j'ai écrit tel ou tel roman. Je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de dynamisme des chapitres. Alors voilà ce que j'ai fait, ça a vachement bien marché, etc. Et ça, c'est un problème. Parce que le cœur de la bêta-lecture, le principe de la bêta-lecture, c'est de donner au roman la meilleure version de lui-même. C'est-à-dire qu'on prend le roman, on respecte son ADN, on respecte sa plume, et avec son ADN et sa plume, on se demande qu'est-ce que je pourrais lui conseiller à l'auteur pour que cette essence, cet ADN, du coup, soit encore meilleur qu'il n'était jusque-là. Pas projeter sur lui mes trucs et astuces pour réussir un personnage, pour le rendre plus charismatique, pour réussir le suspense, pour rendre les chapitres plus dynamiques, etc. Non, c'est par rapport au chapitre que j'ai en face de moi, à l'ADN et au style et à la plume du chapitre que j'ai en face de moi. Qu'est-ce que je pourrais lui proposer pour que ce soit plus efficace, mais en respectant l'ADN de l'autre auteur. Et c'est peut-être pas ce que moi j'aurais fait en tant qu'auteur. Peut-être que moi j'aurais jamais écrit ce type de chapitre. J'aurais jamais eu l'idée de faire ce type de suspense parce que ça me paraît soit irréaliste, soit j'aime pas, c'est pas mon truc, voilà, je sais pas faire, etc., etc. Peut-être que moi je l'aurais jamais fait. Mais ce qui compte, c'est pas moi, c'est pas ma technique d'auteur, en fait, c'est pas mon professionnalisme. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que l'auteur a voulu faire avec ce chapitre. Et je respecte ça. Et en respectant ça, c'est pas moi je l'aurais jamais écrit ton chapitre, c'est plutôt ok, t'as voulu écrire ce chapitre, pour moi il ne fonctionne pas. Tâchons de voir
comment ce chapitre-là, en respectant son ADN, peut fonctionner. Et ça, c'est un conseil que je donne à tous les bêtas. Et je sais que parmi vous, il y a des bêtas qui m'écoutent. Et merci encore. Sans vous, nous, les auteurs, on ne ferait pas grand-chose. Donc, je n'ai de cesse de vous remercier à chaque fois, mais je le fais vraiment du plus profond de mon cœur. Vous avez une grande, grande responsabilité. Et le conseil que je vous donne, là, ça vaut pour tous les bêtas. Mais je pense que quand on est bêta lecteur et que lecteur, on a moins ce défaut, je trouve. Alors que quand on est bêta-lecteur et qu'en plus, en parallèle, on est auteur, on a plus souvent tendance à avoir ce défaut. Moi, je sais que j'ai eu tendance à l'avoir. Et je ne suis pas la seule. Donc voilà, bref, peut-être que toi, ça t'a pas interpellé, ou que du moins, toi, tu avais cette conscience dès le départ de te dire, ouh là là, attention, hein, le risque, c'est que je projette un peu trop ma technique sur celle de l'autre auteur. Et pour le coup, je te félicite parce que c'est quelque chose qui est assez inconscient chez les auteurs et qu'on fait de façon complètement inconsciente. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas ma technique est meilleure que celle de l'autre auteur. Bien évidemment qu'on ne se dit pas ça. De toute façon, tu le sais, les auteurs, on a l'ego dans les chaussettes, alors s'il y a bien un truc qu'on n'a pas nous, c'est la prétention. C'est assez rare des auteurs prétentieux. Il doit y en avoir, hein, bien sûr, mais quand même, la grande majeure partie des auteurs, on se traîne un bon gros syndrome de l'imposteur. Hein. Donc c'est pas qu'on se dit que notre technique, elle est meilleure que l'autre, c'est qu'on le fait de façon complètement inconsciente et qu'on veut l'aider, en fait. Donc ça, c'était mon premier conseil, pour moi, le plus important. Le deuxième conseil, c'est essayer de pas être trop dur. Et le problème, c'est que comme on est passé par là, et qu'on passe par là tous les jours, on encaisse les coups. Nous, on sait, on a l'habitude d'encaisser les coups, d'encaisser les reviews catastrophiques de booktubers / booktalkers / bookstagrammeurs, etc. qui prennent pas de gants et qui en plus toquent à ta porte en te taguant pour être bien sûr que tu prennes la baffe bien comme il faut. Donc nous, on a l'habitude d'encaisser. On a l'habitude d'encaisser des éditeurs qui parfois font des retours sur des romans. On se dit mais t'étais mal viré ce matin, je veux dire dans une vie antérieure j'ai écrasé ton chat, sans le faire exprès j'ai uriné sur la tombe de tes ancêtres et j'étais pas au courant, mais qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu passes tes nerfs sur moi comme ça en fait. Voilà, alors je dis pas que du coup, la pilule passe mieux parce qu'on a l'habitude de subir, mais du coup, on aurait tendance à prendre un petit peu moins de gants quand c'est un auteur. Et en fait, ça, j'en ai beaucoup parlé à certains de mes collègues auteurs qui sont aussi bêta et qui s'en rendent compte. C'est-à-dire, par exemple, quand ils font la bêta lecture d'un auteur qui n'est pas encore professionnel et qui se lance, ils sont, selon leur propre dire, beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillants. Par contre, quand ils font la bêta d'un collègue auteur qui a autant d'expérience qu'eux, ils prennent pas de gants. Hein. Alors, je vais vous donner une petite anecdote, si elle écoute... Elle va beaucoup rire, mais c'est Fleur. Alors Fleur fait la bêta a fait la bêta de beaucoup de mes lectures, et je me souviens, même une fois, on était un peu pressé sur les délais, comme souvent, et du coup je lui dis, voilà, ça et ça tu regardes pas, ça n'a aucun intérêt, par contre, voilà, fais la bêta sur tel et tel point. Et elle me répond, quelque chose qui n'est donc pas du tout anodin, elle me répond, bon écoute, de toute façon, toi t'as l'habitude, t'es auteur, je vais pas prendre de gants pour faire des tournures de phrases un peu plus douces, je vais pas perdre de temps à enrober pour que du coup tu prennes pas mal les réponses que je vais te faire et les remarques que je vais te faire, on y va dans l'efficacité. Et effectivement, les réponses et les remarques qu'elles me font sont brutes de décoffrage, ça enrobe pas, c'est... Voilà, donc du coup c'est assez dur. Et typiquement cette réflexion-là, moi, j'aurais pu l'avoir avec des auteurs dont je fais la bêta lecture. Sauf que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est pas parce qu'on a l'habitude, ce n'est pas parce que ça fait plusieurs années qu'on tombe parfois sur des bêtas, des éditeurs. Et encore, les bêtas, c'est rarissime. Hein, mais des éditeurs, le plus souvent, ou des reviewers sur toutes les plateformes de réseaux sociaux que l'on côté, c'est pas parce qu'on a l'habitude de se relever que ça fait moins mal. En fait, ça fait toujours aussi mal, et moi je vais avoir le retour de mes 6 bêta-lecteurs là d'ici quelques jours, et même si je les connais, je sais qu'elles vont de toute façon faire preuve d'énormément de bienveillance, hein, pour le coup, là je sais que je n'ai aucun problème là-dessus, mais n'empêche que même leur retour tout à fait structuré, rationnel, bienveillant, et qui vont me servir au plus haut point, puisque ils vont m'aider à enrichir le roman et à le rendre meilleur qu'il n'est, il n'empêche qu'il y a toujours un moment où on se crispe un peu.
parce que c'est la première fois qu'on donne ce roman à un autre, c'est bien pour ça qu'on les appelle les bêta-lecteurs, et que toute remarque qu'ils vont nous faire, et qui sont évidemment pas que des remarques dithyrambiques de « je t'aime »,« tu es génial », etc., etc., il y en a, mais il y a aussi des remarques très constructives qu'il faut intégrer, et bien même ces remarques constructives, voilà, elle touche quelque chose qui est personnel, elle touche notre œuvre artistique dans lequel on y a mis des bouts de nous, dans lequel on n'a pas triché, qui nous a fait transpirer, qui nous ressemble, qui raconte un bout de notre histoire d'une façon ou d'une autre. Et du coup, c'est toujours un exercice difficile. Et même si ça fait 20 ans qu'on écrit, 20 ans qu'on est corrigé par moultes éditeurs, correcteurs, bêta-lecteurs, etc., c'est jamais un exercice agréable. C'est toujours compliqué, c'est toujours dur, on a toujours un peu le moral dans les chaussettes, le temps qu'on exploite les retours. Alors après, on est très content de les avoir exploités parce que effectivement, la plupart du temps, c'est de très bonnes remarques auxquelles on n'a pas forcément pensé, du coup. Mais voilà, c'est jamais agréable. Donc voilà, ne sois pas dur. Fais attention de ne pas être trop dur sous le prétexte qu'en face de toi, tu as un collègue professionnel qui a une grande habitude des retours qu'on peut le faire. Troisième conseil, là aussi qui vaut pour tous les autres bêta-lecteurs, hein, c'est toujours voir avec l'auteur ce qu'il attend de toi en retour. Je vais te donner un exemple qui est le mien, puisque comme je t'ai dit, hein, je viens d'envoyer mon dernier roman à la bêta-lecture, ça ne date pas plus tard que il y a quelques jours. J'ai donné comme consigne ce que j'attendais des bêta-lecteurs et ce qu'il n'était pas utile qu'ils regardent. Alors, ça m'est complètement propre, hein, je suis pas du tout en train de dire que c'est comme ça qu'on doit fonctionner, c'est ma façon de faire. Les répétitions, je ne les corrige que à la toute fin, avant d'envoyer mon roman à mon correcteur. Avant, c'est pas la peine que je balaye les répétitions pour une raison qui me semble moi logique, mais j'entends que c'est tout à fait personnel. C'est que je fonctionne avec le logiciel Antidote. Alors il y a plein de choses sur lesquelles il se plante, hein. C'est quand même pas une intelligence artificielle, mais alors pour le coup, les répétitions, il est intraitable. C'est-à-dire qu'on fait un balayage du fichier, Antidote relève absolument toutes les répétitions, et bien sûr, il propose pas une alternative, hein, ça c'est quand même le travail de l'auteur, et donc il suffit simplement de faire un ultime balayage du fichier. On repère toutes les répétitions et on choisit soit de les laisser sciemment, soit de les modifier. Si je ne le fais pas en cours de route, c'est que jusqu'au retour des bêta-lectures, le fichier va être modifié. C'est-à-dire que, évidemment, je vais exploiter les retours des bêta-lecteurs et je vais modifier mon manuscrit. Donc, c'est pas la peine de faire 3 fois le même boulot et de repasser une énième fois Antidote sur les répétitions. Donc j'attends que la dernière version soit consolidée, j'ai eu le retour de tous les bêta-lecteurs, etc., et que du coup le manuscrit soit la dernière version, celle qui va partir à l'éditeur, du coup, et là, à ce moment-là, je fais un balayage que moi j'appelle complètement mécanique, hein. Il n'y a rien de plus con que de relever des répétitions, du coup, parce que là, Antidote le fait, hein, pour le coup. Alors il nous aide pas, on est d'accord, hein, mais il les relève. Donc voilà, il n'y a pas besoin que les bêta-lecteurs perdent leur temps, parce que c'est du temps qu'ils perdent, évidemment, puisque en plus, parfois, ils proposent des alternatives, hein. J'ai des bêta-lecteurs qui sont très très consciencieux, donc les pauvres, ils y passent des heures, alors que c'est pas là que j'attends leur expertise, du coup, parce que j'utilise Antidote. Évidemment que quand on est face à un auteur qui n'utilise pas Antidote, ça pour le coup c'est essentiel. Le travail du bêta de relever les répétitions, c'est essentiel parce qu'au bout d'un moment, pour tout un tas de raisons que j'ai développées déjà dans ce podcast ou dans les webinaires ou dans la formation, on n'est plus en capacité de les voir, les répétitions, en fait. Notre cerveau les zappe, du coup. Donc du coup, ça c'est essentiel. Donc le bêta lecteur, son travail sur les répétitions est vraiment très important. Ou les coquilles, hein. C'est pareil, répétition coquille, c'est exactement la même chose, c'est essentiel. Mais pour un auteur qui utilise le logiciel Antidote, honnêtement, les répétitions, enfin voilà, pour moi, c'est pas la peine de demander au bêta de faire quelque chose qu'une machine chez moi va pouvoir faire. Donc j'ai besoin de son expertise sur des choses beaucoup plus problématiques pour moi, du coup, et qui sont plus importantes pour moi. Mais encore une fois, vraiment, c'est propre et c'est personnel, et c'est parce que j'utilise un logiciel. Du coup, si j'en utilisais pas, évidemment, j'aurais pas ce discours-là. Donc, ce qui est important, par contre, pour moi, c'est d'avoir vraiment un retour de ressenti d'expérience lecture. Je sais que
tous les auteurs ne le demandent pas aux bêta. C'est pour ça que je te dis que c'est si important de voir avec ce bêta ce que tu attends de lui. Moi, je leur demande systématiquement un retour d'expérience lecture. Est-ce qu'ils recommanderaient ce roman à quelqu'un? Est-ce que ce serait un coup de cœur? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce qui lui a manqué pour que ce soit un coup de cœur, évidemment dans le genre dans lequel j'écris, et qu'il puisse le recommander à ses proches en lui disant alors attends, j'ai un bouquin, il est génial dans ce genre-là, je sais que t'aimes ce genre d'histoire, vas-y, les yeux fermés. Donc moi je demande toujours que le bêta lecteur me justifie ça, parce que ça pour moi c'est la clé. Mais c'est personnel, pour le coup. Et son retour est extraordinairement important pour moi parce que du coup, je vais pouvoir en extraire tout un tas de modifications que je vais faire dans le roman. Pour moi, ça, ce sont les modifications les plus importantes. Et c'est compliqué pour un bêta parce que il doit faire une analyse du texte. Donc c'est pas quelque chose de facile, mais la plupart du temps, ils le font spontanément de façon très très bien. Moi, je suis jamais tombée sur un bêta qui n'assurait pas de ce point de vue-là. C'est quand même des personnes qui sont des très grands lecteurs, qui ont une sensibilité à l'analyse inconsciente et consciente du texte qui est quand même assez extraordinaire. Mais voilà, je sais que certains auteurs n'ont pas d'utilité de cette information-là. Donc ils ne la demandent pas. Par contre, ils demandent quelque chose de beaucoup plus précis sur la structure du roman, sur l'évolution des personnages, etc. Donc voilà, moi je leur demande moins ça parce que typiquement sur les personnages, c'est quelque chose qui pose assez rarement problème chez moi, que je maîtrise. Donc je leur laisse complètement libre de me faire une remarque ou de ne pas la faire. Donc là, je leur laisse complètement, ils me donnent ce qu'ils ont envie de me donner. Mais voilà, je leur soumets quand même quelques pistes de réflexion qui, pour moi, sont vraiment des outils d'amélioration du roman. Et donc, tu l'auras compris, d'où l'intérêt de vraiment beaucoup communiquer avec ton bêta, parce que finalement, tu vas faire le bêta à ta main. Et je pense que c'est aussi tout l'intérêt du travail de bêta lecteur qui fait qu'il est très changeant. Je pense que si on interrogeait des bêta lecteurs, ils nous diraient mais moi je me comporte pas forcément de la même façon avec tel ou tel auteur. Il y a tel ou tel auteur, je sais qu'avec eux, il faut que je fasse tel ou tel retour ou tel retour. Et c'est pas tout à fait la même analyse. Et du coup, c'est évidemment intéressant pour les bêta-lecteurs de s'adapter aux auteurs. Et donc, c'est à celui qui sollicite la bêta-lecture d'expliquer très clairement ce qu'il attend du bêta. Et le bêta s'adapte, en fait. À charge pour lui, peut-être de lui dire, bah écoute, moi, par contre, mon truc, c'est très clairement pas ça. Moi, voilà, c'est pas mon truc. Moi, je suis très fort là-dedans, mais ça, beaucoup moins. Et c'est ce qui explique aussi qu'au bout d'un moment, il se crée une véritable complicité avec le bêta, qui du coup ne fait une correction que pour toi, en fait. Il adapte sa correction à toi, à tes demandes, à ta façon d'écrire, parce que quand il aura lu plusieurs de tes romans, lui aussi, il va se rendre compte de ce sur quoi t'es fort, voilà, et ce sur quoi tu es un petit peu moins fort. Donc du coup, il va appuyer un peu plus sur ce sur quoi il sait que t'es un petit peu tangent. Donc généralement, enfin bon, sur les bêtas que j'ai testés, au bout de 2-3 romans, ils savent. Voilà, au bout de 2-3 romans, ils savent tout de suite, ok, je reçois du Lucie Castel. Du Lucie Castel, je sais qu'il faut que je sois plus particulièrement vigilant là-dessus, beaucoup moins là, parce que je sais que c'est du beurre. Par contre là, il faut que je sois un peu plus vigilant, un peu plus intraitable. Du coup, voilà, ils savent ce qu'ils doivent me faire en retour. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est à toi de l'expliquer au bêta. Et en tant que bêta, c'est à toi de comprendre à quel point la commande est importante, à quel point il ne faut pas négliger les besoins de l'auteur. Même si toi, en tant que bêta, tu serais tenté de lui dire mais tu sais ça je peux le faire aussi, du coup ne t'embête pas, je peux relever les répétitions, j'ai l'habitude, donc il n'y a pas de souci, je peux le faire, ne t'embête pas, moi ça me dérange pas du tout de le faire. Du coup il faut qu'en tant que bêta tu acceptes que l'auteur vienne te voir parce qu'il a besoin d'une spécificité chez toi. Et pas de tout, mais d'une certaine spécificité parce qu'il sait que tu es fort ou forte sur ce domaine-là. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Et donc en tant que bêta, quand tu as un peu l'habitude et que tu travailles avec des auteurs débutants, je pense qu'il est aussi de ton devoir de l'orienter et de lui dire, parce que toi tu as l'habitude en tant que bêta, de lui dire tu sais ce qui est important en tant qu'auteur, c'est surtout d'exploiter les retours sur le dynamisme, la compréhension des chapitres, l'équilibre des personnages,
personnages, le déroulé narratif, la cohérence de l'ensemble, etc. Voilà, ça c'est des choses qui sont importantes. Si t'as pas Antidote, c'est important la syntaxe, c'est important la concordance des temps, c'est important les répétitions. Donc si tu veux ça, je peux te proposer de le faire. Donc voilà, ça je déborde un petit peu du sujet de départ, évidemment, mais comme je sais que je m'adresse aussi à des bêtas talentueux parmi mes auditeurs, je me permets de glisser ce message-là. Quand vous êtes face à des auteurs qui débutent et qui se lancent, pour le coup, ça, ils en ont aucune idée. En fait, ils savent pas ce qu'ils vous demandent. Ils savent pas verbaliser, en fait. Ça, on le sait quand on est auteur professionnel, et là, on peut se permettre de vous passer une commande. Mais les auteurs qui débutent, il faut être un peu pédagogue avec eux, du coup. Alors, quatrième conseil, parce que c'est la dure réalité, c'est que quand on réalise la bêta lecture d'un auteur, il faut savoir et s'attendre à devoir bosser en urgence. Pourquoi ? Parce que les auteurs professionnels, ils ont des deadlines. Des deadlines qu'ils ne respectent quasiment jamais. C'est-à-dire que même les autrices autour de moi qui sont parmi les plus rigoureuses, je pense notamment à Georgia Caldera, qui est extraordinairement organisée, extraordinairement rigoureuse. C'est pas pour rien qu'on l'a castée dans la formation Devenir écrivain projet best-seller, et que comme de par hasard, elle intervient dès le départ sur le processus et la procédure de brainstorming pour être sûr que tu pars dans de bonnes, sur de bons rails. C'est une tueuse en organisation. Eh bien, même elle, il y a eu des moments où elle a un petit peu débordé. Ça arrive à tout le monde. Parce que, on n'est pas des machines, et qu'il peut nous arriver plein de choses au cours de l'année qui fait que malheureusement on est empêché d'écrire, ça va pas, c'est compliqué, et on est obligé de décaler la sortie. Alors parfois on arrive à la décaler, parfois on arrive à pas la décaler. C'est souvent ça dépend la souplesse de l'éditeur, et ça dépend la souplesse de son calendrier éditorial. Clairement, quand on est chez une grosse maison d'édition, ils peuvent pas décaler, hein. Les petites oui, mais les grosses maisons d'édition, elles ont déjà fait l'annonce dans leur catalogue éditorial, et elles peuvent pas décaler. Et donc dans ces cas-là, on se retrouve évidemment à travailler à la dernière minute, et quand on sollicite les bêtas, quand on est auteur professionnel, c'est toujours dans l'urgence. Alors, je vais parler de moi, mais moi, pour le coup, je n'essaye pas de faire semblant d'être organisée. D'ailleurs, dans la formation Devenir écrivain projet best-seller, je ne gère pas du tout les modules d'organisation. Je fais appel à des gens qui sont très organisés, et donc c'est le métier. Moi, je suis une truffe dans l'organisation, c'est clair. Pourtant, je m'accroche, hein, j'utilise les outils de l'ICAR et tout, voilà. Mais il arrive toujours un moment où c'est la catastrophe. Donc alors, s'il y a bien un auteur qui ne respecte jamais aucune de ces deadlines, c'est moi. Donc les bêtas qui travaillent avec moi, ce sont des warriors. C'est-à-dire que si vous avez une bêta qui vous dit qu'elle a travaillé avec Lucie Castel, mais signez avec cette bêta les yeux fermés. Chez moi, c'est des rangers. Enfin, c'est vraiment l'élite de l'élite. Les pauvres, je les fais bosser dans des conditions inimaginables. Donc par exemple, là, celle que je suis en train de torturer en ce moment, je leur ai envoyé le manuscrit dimanche soir, donc uniquement dimanche soir, donc évidemment elles vont travailler à partir de lundi. J'ai une équipe cette fois-ci qui est entièrement féminine, d'habitude elle est mixte, mais là elle est entièrement féminine. Et la commande, c'est de me faire le retour de la bêta lecture vendredi, donc c'est une semaine, et c'est très court, c'est très très court. Donc voilà, alors après, en tant que bêta, évidemment, à charge pour toi de dire oui ou de dire non. Là, les bêta lectrices dont je te parle, elles m'ont très clairement dit, parce que bien entendu je leur ai demandé avant, hein, ça c'est évidemment la base, elles m'ont dit, écoute, moi ça tombe bien, ce créneau-là, il est pour toi, je le bloque et je peux le faire en une semaine. Et bien sûr, je te recommande de les prévenir quelques semaines avant, du coup pour qu'elles puissent te dire quelques semaines avant, voire quelques mois avant, à cette période-là, je serai en vacances, ou à cette période-là, je peux dégager du temps, donc je peux réussir à le faire en 7 jours, je peux réussir à te le faire. Du moment que tu prends pas en traite le bêta, lui est en capacité de te dire non. Alors moi, très clairement, en une semaine, c'est absolument pas envisageable, et auquel cas, pas de souci, du coup, vous vous arrangez autrement. Lorsqu'on est un auteur qui est sur le point de se lancer, donc on n'est pas encore un auteur avec un contrat, on n'a pas de deadline, donc du coup, c'est beaucoup plus facile, et le bêta lecteur est pas obligé de respecter le délai, parce que derrière il y a une restitution à un éditeur qui a été prévu du coup. Donc voilà. Et donc cinquième et dernier conseil qui à mon sens est extrêmement important de rappeler quand tu es auteur et que tu fais la bêta lecture d'un autre auteur, mais ce conseil là vaut aussi pour tous les autres bêtas, même si il l'intègre de façon tout à fait naturelle, hein, assez vite, c'est la qualité de la justification et de l'explication de toutes les remarques. C'est-à-dire que en tant que bêta lecteur, une remarque
qui serait juste j'ai pas trop aimé cette scène, ou là j'ai pas trop bien compris, ou il me manque un peu de dynamisme, ou c'est un peu trop lent, ou on s'ennuie. Ça ou rien, c'est pareil. C'est-à-dire que là, en tant qu'auteur, on peut pas exploiter cette remarque en fait. On ne sait pas du tout ce dont tu veux parler. Pareil quand des éditeurs te font une remarque mal dit. Ça veut rien dire en fait, ça je peux pas exploiter ça. En fait, chaque fois que tu fais une remarque en tant que bêta d'une lecture, il faut que tu justifies et que tu argumentes et que tu dises par exemple, moi j'aurais voulu que le protagoniste à ce moment-là de l'histoire, il ait plutôt cette réaction qui m'aurait paru plus logique. Alors que là, quand il fait cette réaction-là, pour moi, c'est pas du tout logique. Parce que juste avant, il a dit telle ou telle phrase. Et donc, on comprend pas le switch, on comprend pas le glissement. Là, je comprends. Là, je comprends ce que tu veux me dire. Si par exemple, tu me dis, moi, ce dialogue-là, pour moi, il est pas drôle. Explique-moi pourquoi il est pas drôle. Tu peux me dire, par exemple, il tombe comme un cheveu dans la soupe. Ou la punchline, elle est trop nichée. Je te donne un exemple. Dans mon dernier roman qui a été publié Noël dernier, donc Comment bien rater son mariage à Noël, à un moment je fais une punchline qui fait référence aux X-Men, donc qui est relative à la pop culture et à la culture des comics. Là, donc les bêtas ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient dans ma sphère de compétences et de référence, on avait le même référentiel, mais mon éditrice qui me corrigeait m'a fait la remarque de « je ne suis pas sûre que la totalité de tes lecteurs vont comprendre ta blague sur le professeur Xavier et les X-Men. Donc pour moi, la blague est ratée parce qu'elle fait pas le consensus. Et donc elle est trop clivante. Donc ça, du coup, j'ai pu l'exploiter. J'ai compris. Alors que si elle m'avait dit « moi ça me fait pas rire, moi je trouve pas ça drôle », oui, mais le fait que tu me dises que c'est pas drôle, je comprends pas pourquoi, parce que moi ça me fait rire. Donc du coup, je fais quoi avec cette remarque-là? Et donc le fait qu'elle m'ait donné cette justification, du coup, là, j'ai pu comprendre. Bon, si jamais tu as lu Comment bien rater son mariage à Noël, tu sais que je lui ai dit non, en fait, on va la garder cette punchline parce que moi je tiens à mes références de comics et de pop culture. C'est ma marque de fabrique, donc voilà. En quoi évidemment la correctrice qui était très professionnelle m'a complètement suivie et m'a laissé totalement décisionnaire de la correction, évidemment. Donc voilà. Et toi en tant qu'auteur, comme tu es professionnel, tu aurais peut-être tendance à te dire « mais en face, j'ai un autre professionnel. Donc il sait de quoi je parle. Donc quand je vais lui dire « à mon avis, ça manque un peu de dynamisme », il va tout de suite savoir à quelle règle narrative ça fait référence et comment faire pour dynamiser un chapitre. Oui mais non, parce que des fois, on le voit pas sur ce chapitre. Et si on a laissé passer un chapitre un peu mou, c'est qu'on l'a pas vu en fait, qu'on s'est planté et qu'on l'a pas vu. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'auteur, même si tu as cet écueil de te dire en face j'ai un professionnel tout comme moi, donc il sait. Donc j'ai pas besoin de lui faire l'explication, j'ai pas besoin d'être pédagogue, j'ai pas besoin d'argumenter. Eh bien si, même si en face tu as un autre collègue qui est tout aussi professionnel que toi, il faut que tu l'aides un peu. Alors oui, il comprendra plus vite, t'as pas besoin d'en faire des tonnes parce que c'est un collègue, parce qu'il est auteur professionnel. Du coup, il va comprendre un peu plus vite parce qu'il a cette expérience-là qu'un auteur qui débute n'a pas évidemment, ce qui est tout à fait normal, mais il faut quand même pas que tu perdes de vue que tu dois vraiment être très factuel lorsque tu fais une remarque sur un roman sur lequel tu réalises une bêta lecture. Voilà ce que je voulais te dire et les conseils que je voulais partager avec toi sur une activité vraiment très très répandue, comme je te l'ai dit, à savoir que beaucoup de bêta lecteurs sont aussi auteurs, parce que je remarque qu'on n'en parle pas énormément, alors que je pense qu'on a une vision un peu différente selon qu'on est grand lecteur, grand spécialiste et auteur. Et les deux sont extrêmement enrichissantes. Du coup, moi, j'aime avoir les deux dans mes bêta lecteurs. J'aime mixer les profils, en fait, pour le coup. Enfin, encore une fois, c'est personnel, mais j'aime bien mixer les profils. Voilà, et encore une fois, j'en rajoute une couche. J'ai pas d'action là-dessus. J'ai pas de société de bêta lecteurs ni rien, donc j'ai pas trop d'intérêt à le dire, si ce n'est que ça me fait plaisir. Mais encore une fois, tous les bêta lecteurs et lectrices qui m'écoutent, dites-vous que votre mission, même si elle n'est pas considérée comme une mission professionnelle, que vous n'êtes pas rémunéré à la hauteur d'un correcteur éditorial ou d'un correcteur professionnel, vous n'imaginez pas, enfin maintenant si, mais vous n'imaginez pas l'importance de votre travail, l'importance de vos retours dans le processus de création d'un roman. Et vous êtes un des maillons essentiels de la création d'un roman. Et sans vous,
on aurait bien des difficultés à travailler de façon aussi fluide et aussi efficace. Donc ne sous-estimez jamais l'importance des retours que vous faites et de cette réflexion, du coup, découle le fait aussi que vous avez une grande responsabilité dans les retours que vous faites. Mais je pense que vous le savez déjà. Mais ne sous-estimez pas la responsabilité que vous avez sur les retours que vous faites, parce que derrière, ils seront exploités. On tient compte de ce que vous dites et vous ne parlez pas dans le vide. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà, je te souhaite bon courage pour tous les travaux d'écriture que tu auras envie de mettre en place dans les semaines à venir. Et quoi qu'il arrive, je te dis à très très vite. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.